Super. Alors, peut-être une petite introduction, Claudiane, sur le projet, me remettre un petit peu en contexte pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, qui n'ont peut-être pas encore vu passer ce projet-là sur les réseaux. Donc, parler du contexte de Guyane Immunité, Biostratège Guyane qui on est et pourquoi on a lancé ce projet, et introduire notre invité du jour. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci de nous suivre déjà depuis le début. Donc, c'est notre quatrième live, si je ne m'abuse, troisième ou quatrième live. Alors, nous sommes Biostratège, entreprise, petite start-up qui a débuté en mars 2019 déjà, donc ça a 1 an d'existence. Et nous avons des missions qui sont principalement dans la valorisation d'ingrédients actifs à partir de bioressources amazoniennes, on dira, pas forcément guyanaises, puisqu'on sait que la forêt amazonienne englobe énormément de plantes issues de partout dans le monde, on dira. Donc, depuis quelques mois, nous avons amorcé un projet qui s'appelle Guyane Immunité. Donc, comme on le sait, la Guyane a traversé une crise sanitaire et cette crise, en fait, a éveillé de nombreuses consciences et elle nous a incité les populations locales à un véritable, on va dire, retour aux sources, c'est-à-dire utiliser les plantes pour aider, en fait, notre corps à mieux se défendre face aux attaques, aux agressions auxquelles en fait, il est simplement assujetti. Et donc, on sait aussi que parfois, il n'existe pas toujours on va dire de médicaments pour soigner, de vaccins, et on peut avoir recours en fait à des plantes pour se soigner. Je ne dis pas que ça remplace les médicaments, mais je dis simplement que ça peut aider en fait. Et du coup, donc, nous avons mis en place aussi depuis 2-3 semaines déjà un crowdfunding. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé, je vous encourage, venez, allez-y, contribuez à, on va dire, à l'existence ou simplement à la prolongation de ce projet. Participez, prenez ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir en fait sur le crowdfunding. Donc, vous avez soit le coffret avec les petites plantes, les petites graines de plantes, ou alors carrément participer à une masterclass. Et donc, dans le cadre de ce projet Guyane Immunité, nous sommes entourés en fait de plusieurs acteurs. Donc, nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer Monsieur Jean-Marie Pevoto la semaine dernière, qui est guide amazonien. Nous avons aussi interviewé toi, Mariana. Voilà, donc, qui, je le rappelle, est la présidente donc, de Biostratège Guyane. Et du coup, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Marie Fleury, qui est ethnobotaniste et pharmacienne de formation. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Marie Fleury, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu en es arrivée là, tout simplement? Explique-nous. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde d'abord. Donc, mon parcours, eh bien, il part en fait quand j'avais environ 18 ans, que je devais choisir mes études. On m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je voulais être herboriste. Et on m'a répondu, malheureusement, tu ne peux pas faire herboriste, ce diplôme n'existe plus. Donc, on m'a orientée vers la pharmacie. C'est comme ça que je me suis retrouvée en études de pharmacie, où j'ai malheureusement un peu fait de botanique au début, j'étais un peu déçue. Et puis finalement, 3e année, j'ai trouvé ma passion, c'était la pharmacognosie. Pharmacognosie, c'est l'étude de l'origine des médicaments. En fait, c'est tous les potentiels médicamenteux qu'on trouve au niveau animal, végétal ou minéral même. Et donc, moi, ça m'a passionnée. Et mon professeur, le professeur Verbis, était aussi passionné de médecine ayurvédique, médecine traditionnelle en Inde et au Népal. Et c'est comme ça que je me suis orientée aussi vers cette étude-là. Pour ma thèse de pharmacie, donc j'ai fait un travail sur la médecine ayurvédique et à 20 ans, je suis partie avec mon sac à dos en Inde et surtout à Katmandou et je suis partie étudier la médecine ayurvédique. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant et j'ai compris l'importance du terrain d'ailleurs, de s'imprégner, d'aller au contact des gens parce que j'allais chez un médecin ayurvédique tous les jours et c'est lui qui m'enseignait et c'est vrai que tous les efforts que j'avais faits à travers les livres, je ne comprenais absolument rien au principe de la médecine ayurvédique. Je rappelle que c'était en 80, dans les années 80, donc vous comprenez qu'il n'y avait aucun bouquin en français à l'époque sur cette médecine très peu connue et qui tout était en anglais ou en hindi ou en sanskrit. Et donc, c'était très difficile à appréhender. Et c'est vrai que là-bas, ça m'a ouvert les yeux et j'ai vraiment là découvert ma vocation et j'ai vraiment eu envie de continuer dans cette voie. Donc, je suis rentrée, j'ai fini mes études de pharmacie
Et puis aussitôt après, je me suis orientée vers des études d'ethnologie, puisqu'en fait, je ne savais pas que l'ethnobotanique existait. Je voulais faire ce métier, mais je ne savais pas que ça existait. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je fasse de l'ethnologie si je veux comprendre comment ça fonctionne. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller à l'origine des médicaments, à l'origine, vraiment étudier les médecines traditionnelles et voir comment on découvrait toutes ces plantes médicinales, comment on les utilisait, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en ethnologie à Paris 7. Et puis, par hasard, eh bien, j'ai découvert qu'il existait un laboratoire d'ethnobotanique et d'ethnologie au Muséum national d'histoire naturelle. Alors là, j'étais émerveillée. J'ai dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Donc, je suis allée suivre des cours en candidat libre. C'est dans ma rue parce que j'étais à Jussieu, donc c'était vraiment Recuvier. Et puis, c'est bon, finalement, le laboratoire où j'étais recrutée plus tard, d'ailleurs, pour faire un raccourci. Et donc, là, j'étais vraiment, vraiment aux anges. Et j'ai appris aussi qu'il existait un DEA de botanique tropicale. À l'époque, ça existait à Paris 6, donc dans la même rue, rue Cuvier. Et donc, il y avait un DEA de botanique tropicale. Je me suis inscrite et j'ai été sélectionnée par chance, parce qu'il y en avait 10 heureux élus par année. Et donc, dans cette formation, il y avait un mois de formation en Guyane française, en forêt. Et c'est comme ça que je suis arrivée en janvier 1986 en Guyane pour la première fois, dans le cadre de mes études de botanique tropicale. Et donc, j'ai été complètement émerveillée par ce pays et j'ai décidé d'y rester, bien sûr, pour faire mes études, puisque je voulais continuer en DEA, puis ensuite en thèse. Et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler. J'ai choisi de travailler donc sur le marronnier, dans les populations, pour commencer Bushinengue. Donc, j'ai travaillé chez les Aloukou et j'ai fait mon DEA chez les Aloukou. Donc, c'était sur les plantes alimentaires de cueillette, puisque c'est dans le cadre d'un programme sur l'alimentation, la malnutrition d'ailleurs sur le marronnier. Moi, j'étais chargée de faire l'inventaire de toutes les plantes de cueillette qui étaient consommées. Et puis après, évidemment, j'ai continué en thèse. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de thèse du ministère. Et donc, j'ai continué en thèse. Et mon idée à l'époque, déjà, c'était de comparer donc, les usages des plantes, la représentation du végétal, et dans deux communautés qui se côtoyaient au quotidien, mais qui étaient très différentes au niveau culturel. Bien sûr, je parle des Normans Aloukou et des Amérindiens Wayana. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail était tellement énorme et tellement passionnant. Rien que chez les Aloukou, j'ai consacré toutes mes années de thèse, j'ai fait ma thèse. D'ailleurs, j'ai l'intention de la publier parce que je n'ai jamais publié et là, j'ai vraiment l'intention de publier ces travaux, mis à jour, bien sûr, avec tout ce que j'ai fait depuis. Et puis, donc, j'ai continué. Et à partir de 86, je travaillais chez les Aloukou. Et à partir de 1996, donc, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelait Avenir des peuples des forêts tropicales, j'ai eu l'occasion de pouvoir continuer mes études et de commencer à travailler avec les Wayana. Alors, je voulais au passage d'ailleurs remercier vraiment de tout cœur d'abord tous les Aloukou qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont ouvert leur maison, qui m'ont vraiment, j'ai partagé leur vie. C'était vraiment 3 ans de bonheur et particulièrement Papa Topo qui malheureusement nous a laissés le 14 juillet 2016. Mais je lui dois beaucoup parce qu'il m'a appris énormément, il m'a fait découvrir ces plantes, la forêt. J'ai passé beaucoup de temps avec eux au village de Loka et je voulais les remercier parce que c'était des moments très très forts pour moi. Et puis aussi remercier beaucoup les Wayana parce qu'ils ont été vraiment très très gentils. Je continue d'ailleurs toujours à y travailler et à partager avec eux des moments parce que maintenant je m'intéresse aussi beaucoup à leur histoire. En plus de ces études sur l'environnement. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est évidemment, comment vous dire, les plantes médicinales, ça m'a toujours passionnée. D'accord. Et je dois aussi beaucoup, d'ailleurs, à 2 personnes que je veux vraiment remercier aussi. D'ailleurs, il y a Pierre et Françoise Grenand, mais aussi Fanchon Prévost qui nous a quittés aussi. Et Daniel Sabatier, qui sont 2 botanistes qui m'ont énormément aidé au niveau botanique. C'est vraiment un travail de longue haleine, la botanique. En fait, on n'a jamais fini parce que c'est un domaine tellement vaste, tellement énorme, mais c'est tellement passionnant qu'une vie n'y suffit pas.
Mais Non, je c'est voulais sûr. vraiment les remercier parce qu'ils m'ont énormément aidé et ils continuent d'ailleurs, Daniel a travaillé avec moi sur certains domaines. Et voilà, donc remercier tous les gens qui m'ont aidé, aussi Monsieur Benou à Saint-Laurent, parce que j'avais travaillé en 87 à Saint-Laurent, et Myriam, tout le monde qui m'avait accueilli chez elle à bras ouverts, et c'était vraiment une époque formidable. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que comment je suis arrivée en Guyane en fait, et comment j'ai commencé à travailler donc sur les plantes et les plantes médicinales en particulier. Donc, c'est votre amour pour les plantes médicinales qui vous a poussé à venir en Guyane. Enfin, l'amour, voilà, pour les plantes en général, en particulier pour les Voilà. plantes. Et du coup, en tant qu'ethnobotaniste, vous avez aussi pu, juste pour recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le terme ethnobotaniste, donc c'est simplement des usages, en fait, les usages traditionnels des populations à partir de plantes. C'est ça. En réalité, c'est plus que ça. Je considère moi que l'usage des plantes médicinales, il n'est pas forcément à séparer du reste. D'ailleurs, ça c'est nous, occidentaux, qui cloisonnons beaucoup ces secteurs. En réalité, c'est le rapport à l'environnement moi, qui m'intéresse, c'est tout ce rapport aux plantes, à la forêt, etc. Et la manière aussi dont les gens perçoivent ces plantes, les nomment, les classes. J'ai beaucoup travaillé sur les classifications vernaculaires, notamment chez les Aloukou, la manière dont ils les décrivent, la manière dont ils les perçoivent et la manière dont ils les utilisent. Voilà, donc ce n'est pas seulement l'usage des plantes médicinales, c'est tout un ensemble. Et donc, ça peut être des plantes, d'ailleurs, les plantes ont souvent multiples usages. Donc, ça peut être l'alimentation, évidemment. Voilà, c'est très lié aussi à la santé, il y a l'alimentation, et il y a aussi beaucoup tout ce qui est, on peut dire, magico-religieux ou symbolique, ou le chamanisme, toute cette approche qui est totalement différente de notre approche et qui, moi, m'a apporté vraiment un autre regard et que je trouve vraiment très, très intéressant, d'ailleurs, à suivre comme modèle. Parce que nous, on a tendance à trop cloisonner, trop séparer, et que lorsqu'on a une vision globale, holistique des choses, effectivement, on a beaucoup moins tendance à se poser en dominateur de la nature et destructeur de la nature. On respecte davantage. On respecte parce qu'il y a toute une spiritualité aussi. Voilà. Et il y a une spiritualité, un rapport au végétal, un rapport au naturel qui est totalement différente, avec vraiment une vision spirituelle. En anthropologie, on appelle ça animiste, mais c'est pas un joli mot. Je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que nous faisons partie de la nature, c'est pas la nature qui nous appartient, et que ce rapport-là, il est vraiment essentiel pour comprendre comment, justement, des populations qui ont vécu des milliers d'années dans la forêt amazonienne ne l'ont jamais détruite, et ils ont toujours réussi à vivre dans la forêt, à vivre de la forêt, mais sans détruire cette forêt. Donc, c'est un équilibre. Et vraiment, nous, occidentaux, on a beaucoup à apprendre et surtout à écouter cette sagesse ancestrale. Et c'est pour ça que moi, les savoirs traditionnels m'intéressent beaucoup, les savoirs des anciens, parce que je trouve que c'est eux qui avaient la sagesse. Et malheureusement, on a tendance à aller dans un sens qui nous emmène Dieu sait où, mais beaucoup trop rapidement. Bah, du coup, c'est votre lien avec GADEPAM. Donc, pourquoi vous êtes Alors voilà, donc en fait, pourquoi je participe à Biostratège? Évidemment, alors m'intéressant beaucoup aux plantes médicinales, on a créé une association en 2002. Alors, c'était suite à un colloque qui avait eu lieu à la Guadeloupe. Donc, Joseph nous avait invités. On était allés à la Guadeloupe c'était le deuxième colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales des Outre-mer. Et en fait, il m'a tendu le relais. Il m'a dit, bon, à vous de l'organiser en Guyane. Donc, moi, je suis rentrée en Guyane. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on crée une association. Et donc, j'ai invité autour de la table plusieurs personnes qui étaient passionnées de plantes. Donc, c'était des pharmaciens, mais aussi des agriculteurs. Madame Louison était déjà de la partie. Il y avait monsieur Arthur Otili, qui nous a quittés aussi malheureusement, mais qui a été président de l'association pendant de nombreuses années. Et donc, on était un groupe de passionnés de plantes et on a décidé donc de créer cette association qu'on a appelée GADEPAM, signifie donc Association pour l'étude et le développement des plantes aromatiques et médicinales en Guyane. Et on a mis le G devant parce que bon, les associations, il y en a beaucoup. Et donc, en fait, on a créé cette association le 20/02/2002. Vous voyez, une très jolie date aussi. Et donc, l'idée, c'était de valoriser, d'abord d'organiser le colloque. On l'a organisé en 2004, le 3e colloque international, le 3e CIPAM.
Et puis, travailler sur la valorisation des plantes médicinales, donc sur la connaissance, sur la recherche, la valorisation. Et très vite, en fait, GADEPAM, parce qu'on nous connaît beaucoup plus sur le côté artisanal, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin aussi au niveau de la valorisation de l'artisanat traditionnel et que c'était quelque chose qui était vraiment impératif. On avait organisé avec Christian Moretti un colloque et la région à l'époque, un colloque sur la valorisation des produits de la forêt dans une démarche équitable, ça c'était en 2002. Et c'est vrai que dans les ateliers de ce colloque, il est vraiment ressorti la nécessité de mettre en place une structure en Guyane qui valorise et qui structure cette filière autour de l'artisanat traditionnel. Parce que parallèlement, et donc l'importance là aussi avec le lien avec la recherche, on avait un programme de recherche qui s'intitulait L'homme et les produits forestiers en Guyane et dans lequel on étudiait justement cet artisanat traditionnel. Et on se rendait compte sur le terrain qu'en fait, c'était en train de disparaître. Et malheureusement, on avait des gens qui avaient des savoir-faire extraordinaires, qui fabriquaient des pièces qui avaient leur place dans les musées, et que parallèlement, sur le littoral, la plupart du temps, ce qu'on trouvait en vente, c'était des choses qui étaient fabriquées ailleurs, soit dans les pays voisins. Alors, donc, on a décidé de créer aussi une filière de vente autour de cet artisanat pour des artisans qui vivent en Guyane. C'est pour ça que nous, on vend que des produits qui sont fabriqués en Guyane par des artisans qui vivent sur le territoire de la Guyane et qui font de l'artisanat traditionnel, donc issu des traditions guyanaises. Et parallèlement à ça, parce qu'on n'a pas oublié nos premiers amours, on essaie de valoriser tout ce qui est produit naturel fabriqué en Guyane, donc qui respecte aussi l'environnement. Avec on a une charte éthique qu'on a mis sur notre site internet, et donc vous pouvez la consulter d'ailleurs sur c'est gadepam.com, l'adresse du site. Et donc, on a mis en place, parallèlement à on a plus de 500 artisans qui sont autour du territoire guyanais, avec qui on travaille de manière parfois régulière, parfois épisodique, donc par rapport à l'artisanat. Et puis, on essaie parallèlement de valoriser aussi tout un tas de produits naturels qui sont fabriqués sur le territoire, soit des huiles végétales, des huiles essentielles, des plantes séchées parfois aussi, du chocolat, du cacao, bien sûr d'Amazonie, tout ce qu'on peut trouver au niveau des produits naturels qui sont fabriqués localement de manière artisanale la plupart du temps. Oui. C'est ce qu'on essaie d'aider en fait les porteurs de projets à mieux valoriser leurs produits et puis surtout on leur donne une vitrine sur Cayenne, ce qui permet aussi de trouver de la clientèle. De l'attractivité. Tout à fait. Et je trouve que ce qui est très intéressant, en fait, dans l'approche GADEPAM, mais c'est pour ça qu'on vous a abordé aussi pour le projet Guyane Immunité, c'est cet aspect justement de sauver un peu ce savoir à travers des recueils écrits, de les mettre à disposition du public, puisque vous mettez à disposition du public pas mal de recueils sur les remèdes traditionnels, que ce soit des communautés amérindiennes, Bushinangé, voilà, vous les avez ici. Donc ça, ce sont les dernières éditions qu'on a pu voir. Ce sont des éditions très attractives qui permettent d'avoir des recettes traditionnelles à partir des plantes médicinales locales, faites par différents types de communautés, des peuples qui peuplent notre territoire. Et ça, c'est très important lorsqu'on entend que telle personne qui avait ce savoir est partie il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. S'il n'y avait pas ce travail-là de valorisation des savoirs traditionnels à travers des écrits et de la vente de produits existants, mais effectivement, on perdrait une grosse partie de notre savoir. Et Guyane Immunité, c'est un peu ça que ça rappelle et que c'est pour ça qu'il y a un lien avec GADEPAM, c'est de dire Guyane Immunité, maintenant démocratisons ces savoirs-là, rendons ça accessible de façon concrète à travers des produits valorisables au grand public guyanais, élargissant en fait et conscientisant le public à retrouver des produits de type conventionnel, mais qui sont issus de la tradition. Voilà, c'est exactement ça. Nous, notre objectif principal, c'était effectivement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ces connaissances sur la forêt, ces connaissances sur les plantes, c'est ce qui nous paraît vraiment essentiel à sauvegarder en Guyane. Donc, notre attention, elle était portée là-dessus et on s'est posé la question comment. Et donc, c'est vrai que l'outil commercial, nous, c'est vraiment juste un outil pour non seulement aider les gens à mieux vivre avec leurs revenus, et puis aussi inciter les jeunes à s'y intéresser. Et nous, la transmission aussi de ces savoirs, c'est très important. C'est pour ça que dans la réalisation de ces ouvrages, alors je rappelle qu'en fait, nous, on avait fait des enquêtes qu'on appelait Tramaz,
sur la méthodologie donc, du programme Tramil en Guyane, et qu'en fait, ces petits ouvrages, ce sont les résultats de ces enquêtes qui avaient été faites dans différentes communautés dans un but de restitution. Et c'est vraiment aussi dans un but de restitution au plus grand nombre. C'est pour ça qu'ils sont très, très illustrés. Et moi, j'ai voulu qu'ils soient accessibles même pour des gens qui ne savent pas lire, parce qu'il y a aussi des personnes dans les communautés, notamment des personnes âgées qui ne savent pas forcément lire, qui n'ont pas été à l'école, mais qui peuvent suivre quand même à travers les dessins, à travers les images, qui peuvent comprendre, bah oui, c'est telle plante, effectivement. Il y a les enfants qui ont participé, parce que ça, c'est la transmission intergénérationnelle qui est très importante aussi. On a voulu l'inclure, c'est-à-dire on travaille avec des enfants qui font dans des écoles, qui font les dessins, qui dessinent les maladies, et ensuite qui dessinent les plantes. Ça leur permet aussi de prendre conscience de l'importance de ces savoirs, d'aller voir leurs grands-parents, d'en parler avec eux, et de mettre le coup de projecteur sur ces savoirs-là qui nous paraissent vraiment très, très, très importants à préserver, d'autant plus dans ces périodes troublées, là où on est victime de… Voilà. Comment avez-vous, pourquoi simplement avez-vous accepté de participer au projet Guyane Immunité en fait? Quelles sont les missions? Qu'est-ce que vous allez apporter à ce projet? Alors, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, moi, il y a longtemps que j'attendais qu'il y ait quelqu'un, un Guyanais ou une Guyanaise, qui fasse ce que fait Mariana. Je suis très heureuse qu'elle le fasse, qui valorise enfin les plantes. Avec toute son équipe. Bien sûr, je sais, vous êtes nombreux, tu as bien su t'entourer. Et je te félicite. Super. Merci. Je te félicite. Moi, voilà, moi, ce que je remarque et ce que je regrette d'une manière générale, c'est qu'on a trop souvent à attendre de l'extérieur ce qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. Alors, ce que je dis là, c'est vrai au niveau personnel, hein, mais c'est vrai aussi au niveau régional. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'attendre qu'on nous apporte, que nous envoie. On attend l'avion cargo, on attend le bateau pour s'approvisionner, alors qu'on a un pays extrêmement riche déjà en Guyane. On a énormément de choses, de ressources que malheureusement on ne valorise pas. Donc ça, c'est vraiment aller dans le sens de la valorisation des ressources locales et des savoir-faire locaux, parce que ça aussi, c'est important. Et donc, en fait, c'est exactement là-dessus que moi, je pense que le développement de la Guyane doit se faire, doit s'appuyer sur les ressources locales renouvelables, bien sûr, et sur les savoirs locaux pour que tout le monde puisse en profiter, que ce soit un développement endogène qui vienne de la Guyane, qu'on n'attende pas d'extérieur, et que ce soit enfin les Guyanais, les gens des différentes communautés qui s'approprient, qui valorisent leur savoir-faire, qui valorisent leurs connaissances et qui valorisent aussi leurs plantes. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui à ce projet Guyane Immunité, d'autant plus que, encore une fois, là, face à cette pandémie du Covid-19, on se rend compte que la biomédecine, là, elle est quand même un petit peu impuissante. On a bien vu au début, on nous dit restez chez vous, prenez du Doliprane. Moi, quand j'entends ça, j'ai un petit peu mal aux oreilles parce que je me dis mais comment on va prendre du Doliprane alors qu'on a plein de plantes dans le jardin et qu'il y a tout un tas de symptômes du Covid qu'on peut soigner avec les plantes du jardin. Oui. Ce que tout le monde a fait en Guyane, j'en suis persuadée. Oui, il y a encore beaucoup de gens en Guyane qui connaissent les plantes, qui les utilisent. Et je ne serais même pas étonnée que ça ait contribué d'ailleurs au faible taux de mortalité en Guyane, parce qu'on a des plantes efficaces en Guyane et que je pense que les gens ne se sont pas contentés de prendre du Doliprane. Mais moi, la première, on a tous essayé des plantes, on s'est fait… Voilà, on s'est fait nos breuvages, on a fait de la prévention. Avant de tomber malade, on essaie déjà de renforcer son corps, renforcer déjà au niveau intestinal, c'est très important aussi, la flore intestinale, il y a tout ça. Il y a aussi prendre un certain nombre de plantes qui vont vous donner la force de lutter contre la maladie, ou éventuellement quelques symptômes comme la fatigue, la fièvre, le mal de tête, les douleurs, etc. On a tout ça dans nos jardins. Donc, c'est très important de se replonger dans nos remèdes locaux pour les utiliser et puis et se soigner soi-même, déjà en priorité. Savoir se soigner, être autonome. Voilà. Là, c'est vraiment de l'autonomie pour moi. Ça. Savoir se nourrir, savoir se soigner, c'est la base déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, les communautés traditionnelles m'inspirent beaucoup, parce que c'est des communautés qui ont longtemps été totalement autonomes, qui vivaient complètement de leur milieu naturel, dans leur milieu naturel. Donc voilà pourquoi j'ai tout de suite dit oui à ce projet. Et on te remercie car c'est vraiment très important pour nous d'être entourés par des personnes qui connaissent le terrain depuis des années, qui ont cumulé un certain savoir, certaines techniques, certaines méthodologies aussi de travail sur les plantes.
parce qu'on a, comme on dit, Biostratège Guyane, c'est un laboratoire de chimie, de phytochimistes principalement. Donc, nous, on peut aider justement à mettre en place une filière standardisée, à caractériser ces plantes d'un point de vue chimique, à normaliser tout ce qui est extrait qu'on peut obtenir de ces plantes-là, etc. Donc, on pourra vraiment supporter la filière à travers une expertise scientifique, technique, mais ça nous prend d'être entouré par aussi des ethnobotanistes, des personnes qui ont travaillé avec les communautés locales sur l'aspect traditionnel et sur la façon dont étaient préparées ces plantes-là, parce que c'est très important de respecter les préparations parce qu'elles sont liées à des doses, et ces doses, on rappelle qu'il y a la dose active, donc celle qui est efficace pour prévenir, comme tu dis, ou lutter contre certains symptômes. Puis il y a les doses toxiques qu'il ne faut pas négliger et dont il faut vraiment être très précautionneux sur ces aspects-là. Donc, nous, on va pouvoir amener ce background scientifique à vos côtés aussi sur consolider l'aspect traditionnel et scientifique, ce qui est totalement faisable. Et de ce fait, comment penses-tu qu'un projet comme Guyane Immunité puisse avoir des retombées, ne serait-ce que économiques et sociales pour la Guyane? Eh bien, pour moi, ce projet représente exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire associer les savoirs traditionnels et les savoirs scientifiques. Qu'on puisse travailler ensemble en coopération, vraiment, main dans la main. Et c'est ça qui me semble aussi intéressant dans ce projet, où vous avez su associer des praticiens et des scientifiques. Et je pense que bon, ce qu'on peut apporter au niveau scientifique, c'est justement la connaissance déjà de la toxicité, parce que bon, il y a quand même une certaine documentation qui est déjà faite sur plusieurs plantes, pas mal de plantes d'ailleurs, médicinales. Donc, on peut aller chercher cette documentation, des essais de toxicologie, savoir quelle est la bonne dose, comme tu disais. Et puis essayer de trouver aussi les plantes qui répondent à la demande actuelle, donc en fonction de leurs usages traditionnels. Et pour ça, c'est important de souligner que, par exemple, quand on veut inscrire une plante à la pharmacopée, parce qu'on a inscrit des plantes aussi avec GDI, une quinzaine de plantes à la pharmacopée française, il est important de souligner que la plante est utilisée depuis plus de 30 ans dans une communauté. Si on peut prouver que cette plante est déjà utilisée depuis plus de 30 ans dans une communauté, etc., eh bien, ça apporte un plus parce que, évidemment, ça laisse entendre que cette plante n'est pas, en tout cas, pas violemment toxique. Après, il peut y avoir des toxicités chroniques qui apparaissent par la suite, ça c'est autre chose, mais ça c'est des études de toxicologie qui peuvent les mettre en évidence. Mais déjà, le fait que ce soit un usage traditionnel, ça apporte vraiment quelque chose de très important. Et puis sur la manière aussi dont les gens les utilisent, les modes d'emploi, tout ça c'est très important à recueillir de manière précise pour justement pouvoir répéter ces gestes-là, puisqu'on s'appuie bien sur les traditions guyanaises. Et ensuite, ce qu'on apporte au niveau scientifique, comme tu le disais, c'est la composition chimique des plantes, les interactions éventuelles, la toxicité, etc. Bien sûr, les plantes, si c'est efficace, ça peut aussi être toxique, hein. Donc, il faut faire très attention. Et c'est là l'intérêt d'avoir aussi quelque chose qui est cadré. C'est parce qu'il y a aussi parfois des erreurs d'identification des plantes. Malheureusement, ça arrive encore assez régulièrement et aux urgences, aux hôpitaux, ils reçoivent déjà des gens régulièrement qui sont intoxiqués par des plantes. Donc, c'est très, très important d'avoir tous ces éléments avant, évidemment, de commercialiser quoi que ce soit. Et il est bien entendu que ce ne sont pas des plantes qui vont être commercialisées comme plantes médicinales, hein, mais plutôt en prévention, qui sont reconnues bonnes pour la santé. Donc, soit pour renforcer les défenses immunitaires, soit des propriétés antioxydantes, des propriétés qui peuvent aider en fait la santé au quotidien. Tout à fait. Et qu'on peut prendre donc régulièrement. Voilà. Juste pour revenir, tu as parlé des plantes médicinales qui sont inscrites à la pharmacopée, des plantes de Guyane. Est-ce que tu peux juste nous donner une indication? Quel est le nombre de plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée française? Alors, il y a une quinzaine de plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée. Donc, on avait fait ça a été fait en collaboration avec la CTG. Il y a eu plusieurs réunions avec des praticiens, des pharmaciens, des scientifiques, etc. Et même aussi des horticulteurs, si je me souviens bien. Et donc, pour choisir des plantes en fonction de différents critères qui étaient aussi la faisabilité de la revalorisation économique. Donc, il fallait que ce soit des plantes qui soient à la fois efficaces et qui soient aussi
donc qui ait prouvé effectivement un certain intérêt pharmacologique, mais qui soit aussi facilement mise en culture ou facilement multipliable pour envisager éventuellement une commercialisation. Et on avait mis aussi en avant un certain, moi j'y tenais beaucoup, c'est la toxicité, parce que justement en Guyane, on a des plantes qui sont efficaces, mais qui sont toxiques. Et c'était l'occasion, à travers ce projet, d'avoir des moyens financiers pour étudier leur toxicité. Donc, il y a encore certaines plantes qui sont à l'étude actuellement. On n'a pas terminé ce travail. Il est en cours. On a pris un peu de retard avec le Covid, mais normalement, ça doit s'achever en fin d'année. On aura les résultats de toxicité de quelques plantes qu'on a sélectionnées pour éventuellement pouvoir effectivement les commercialiser à plus grande échelle. Il fallait connaître leur toxicité. Et c'est vrai qu'il y a des plantes, par exemple, je cite le Mariga Congo. Mariga Congo, c'est un Glyphospermum. Il y a plusieurs espèces de Glyphospermum. Là, on a mis le Ceristeum. On sait que cette plante, elle est efficace. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est un amer. Donc, on peut l'utiliser sous forme de boisson, par exemple des macérats alcooliques, etc. C'est l'écorce en général qu'on utilise. Mais on sait aussi qu'elle est toxique. Quand il y a eu des essais cliniques qui ont été réalisés, il y a des souris qui mouraient. Donc là, il y a un problème de toxicité. Il fallait vraiment avoir, et c'est très très cher en fait les essais toxiques pour les chiens malheureusement. Donc on a mis cette plante-là spécifiquement pour mieux connaître sa toxicité parce que ça nous paraît aussi une essence de Guyane qui est intéressante au niveau pharmacologique, mais avant de pouvoir la valoriser, il faut vraiment connaître sa toxicité. Déjà, il y avait un travail au niveau botanique où on avait fait appel à Lucie Alorge du Muséum qui spécialise des apocinacées pour bien nous distinguer les différentes espèces, etc. Donc à chaque fois, on s'appuie sur des scientifiques spécialisés. Et donc voilà, on en est là. Et c'est un travail de très longue haleine parce que ça demande beaucoup de moyens. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore diffusé les résultats, mais Et Marie, dis-nous Oui. justement, parce qu'il y a eu des interrogations des internautes, et puis je vais prendre quelques questions des internautes aussi, parce que ça se cumule, puis il faudrait que je vous les pose quand même. C'est ça l'intérêt, c'est que Oui, le bien public sûr. participe. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on pose des questions à notre experte, mais on la fréquente, on la connaît. Donc, n'hésitez pas, vous, à lui poser des questions. Alors, sur juste rebondir ce que tu as dit, parce qu'il y a eu des commentaires, tu sais, lorsqu'on avait publié justement les plantes enregistrées à la pharmacopée française, les personnes s'interrogent en fait, qu'est-ce que ça induit en fait, qu'est-ce que ça apporte à la Guyane que certaines plantes traditionnelles, médicinales, puissent être enregistrées à la pharmacopée française? Qu'est-ce que ça permet? Est-ce qu'il y a vraiment des retombées économiques de ça ou est-ce que ça donne un monopole? Enfin, c'est quoi Oui, est-ce qu'on peut répondre? je comprends tout à fait ce questionnement. Et bon, il faut savoir que cette démarche-là est partie d'abord de pharmaciens au départ de la Guadeloupe, notamment Henri Joseph, qui est bien connu, et qui, effectivement, les pharmaciens qui étaient furieux de devoir vendre dans leur officine que des plantes médicinales hexagonales. Exact. Et ça les choquait énormément parce qu'en fait, les plantes médicinales de l'outre-mer, Dieu sait si elles sont nombreuses. On en a au moins 1 millier si on compte les plantes rien que de la Guyane. Je pense qu'on en a au moins 1 millier, mais on en a au moins 700, je crois, en Martinique, Guadeloupe. Enfin bref, on a un nombre incroyable, un potentiel incroyable, et les pharmaciens n'avaient pas le droit de les vendre. Donc c'est parti de la démarche qui voulait avoir le droit, et aussi c'est une manière de reconnaître en fait ces plantes médicinales à l'échelle nationale et internationale. Et c'était le seul moyen. C'est la réglementation, c'est très lourd. Entrer à la pharmacopée, c'est pas vraiment entrer à la pharmacopée, c'est entrer sur la liste des plantes médicinales de la pharmacopée. Déjà, c'est pas tout à fait la même chose, souvent on confond. Et donc, ça a été un travail, je pense, plus militant au départ. Et il y avait aussi, bien sûr, il y avait un aspect économique. Parce qu'on s'était dit, bon, si ces plantes sont inscrites à la pharmacopée française, elles pourront donner lieu à un commerce, elles sont intéressantes, qu'elles prouvent leur intérêt au niveau pharmaceutique, ça peut ouvrir des débouchés à des producteurs locaux. Et donc, moi, je me souviens, avec un collègue, on s'était tout de suite dit, mais il faudrait poser un label, il faudrait vraiment qu'on ait un label plante de l'outre-mer pour pas non plus qu'il y ait trop de concurrence déloyale avec les pays voisins dans la mesure où leur main-d'œuvre est beaucoup moins chère. On avait réfléchi aussi, bien sûr, tout de suite, on avait dit, elles vont être à la pharmacopée, donc elles sont dans le monopole pharmaceutique, mais il faut absolument qu'ensuite on obtienne leur libération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une plante libérée? Une plante libérée, c'est qu'on estime qu'elle est suffisamment peu toxique, c'est-à-dire qu'elle est
Je vous donne quelques exemples que vous connaissez peut-être de métropole, comme le tilleul, la menthe, etc. Vous les trouvez en supermarché. Oui. Parce qu'en fait, c'est des plantes qui ont été libérées, c'est des plantes et il y en a un grand nombre, hein, de plus en plus, il y a des plantes qui sont libérées du monopole pharmaceutique parce qu'on considère qu'elles peuvent être en grande distribution, donc elles peuvent être vendues par tout un chacun. Parce que qu'est-ce que ça induit, le monopole pharmaceutique, quand c'est sur la pharmacopée? Ça induit que c'est le pharmacien qui doit distribuer. C'est comme un médicament, c'est considéré comme un médicament. Donc, seul le pharmacien est habilité à distribuer au public. Mais ça n'empêche pas de monter une filière en amont, c'est-à-dire des horticulteurs, des revendeurs, des grossistes et tout ça. Il y a tout un travail à mettre en. Donc, mais c'est simplement la délivrance du médicament qui relève du monopole pharmaceutique. Ça, c'est important. Donc, nous, l'idée, c'était de mettre des plantes, ensuite les libérer pour que tout un chacun puisse les vendre en Guyane. Mais c'est vrai que ça s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Et puis, c'est vrai que nous, on a choisi aussi de mettre plusieurs plantes toxiques. Donc, celles-ci, elles ne seront pas libérées parce qu'elles sont toxiques. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est vraiment l'aspect pharmaceutique et de voir justement, quelles sont les doses, ça c'est important de cadrer aussi quelque part l'utilisation des plantes. C'est pas anodin. C'est comme un médicament une fois que c'est enregistré. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et qu'un médicament, on l'achète en pharmacie parce qu'il y a des doses à respecter, il y a une posologie à respecter. Et effectivement, c'est bien pour ça que l'intérêt de rentrer ces plantes-là à la pharmacopée. Et surtout, et je souligne, pardon. Vas-y. Je souligne que ça n'empêche nullement les gens de les utiliser chez eux au quotidien. C'est juste la vente qui est cadrée, vous avez compris. C'est la vente au particulier. Voilà, la vente, la délivrance. C'est vraiment important de le dire. Donc, même si la plante elle est inscrite à la pharmacopée, vous avez le droit de l'avoir dans votre jardin, de l'utiliser, à moins qu'elle soit interdite au niveau national. Oui, légale. Voilà. Une plante stupéfiante ou des plantes poison, mais je veux dire, c'est ça, vraiment. On peut l'utiliser. Voilà. C'est la vente, c'est vraiment le fait de commercialiser. Et il faut rappeler que ça n'empêche pas, donc, comme tu l'as dit, de créer une filière de production en Guyane, donc de faire travailler des producteurs sur ces plantes-là, de faire travailler des transformateurs qui les conditionnent pour pouvoir être vendus en pharmacie. On est d'accord? C'est ce qui est prévu avec la GDI et la ferme expérimentale, où normalement les essais de mise en culture de ces plantes vont être testés dans la ferme expérimentale pour ensuite être distribués. L'idée, c'est vraiment de créer une filière au niveau guyanais. Et maintenant, on teste de plusieurs méthodes, quoi. C'est ça qui est intéressant. Bon, il y a la méthode, on inscrit à la pharmacopée et puis on va voir, on expérimente, donc on va voir si ça développe des filières. Et puis après, il y a d'autres manières, comme avec Biostratège, on peut tester aussi d'autres méthodes pour valoriser les plantes, parce que c'est vrai qu'il y a du travail. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Il ne faut pas se limiter. Voilà. Exactement. Absolument. Je vais prendre des questions des internautes. Alors, il y avait une première question de Milo Oxygène. Donc, merci à tous d'être connectés. C'est très, très, très intéressant. Je vais remonter un petit peu le fil. Il y avait donc bonjour et félicitations pour vos initiatives. Avez-vous pensé à un lieu où toutes ces ressources seraient disponibles pour le grand public? Alors, je pense que la personne peut-être parle des coffrets de Guyane Immunité. En tout cas, si c'est le cas, effectivement, ce qu'on souhaite faire justement avec Guyane Immunité, c'est permettre une distribution, notamment par rapport avec GADEPAM. On a aussi l'Union des pharmaciens qui est impliquée dans le projet. Donc, on aura certaines pharmacies qui vont s'impliquer pour la distribution. Et puis, on verra par la suite si on peut procéder par des commandes Internet. Mais ça, ce sera dans un second temps lorsque la filière sera bien ancrée, parce que vous savez qu'il n'y a pas de mise en culture encore en Guyane, il faut le rappeler. Donc, les volumes sont très, très faibles. Et par rapport à la sélection des plantes qu'on aura, il va falloir y aller tout doucement pour ne pas impacter la ressource, mais au contraire, favoriser sa mise en culture et sa progression sur le territoire. Je prends une autre question. Alors, il y a une petite question, Marie. Est-ce qu'on peut dire les plantes qu'on a retenues? Je pense qu'on avait dit qu'on ne les donnait pas pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on ne les donne pas. Ouais. Voilà. Moi, je respecte. On ne peut pas citer la sélection pour l'instant parce que ça fait partie du projet Guyane Immunité de bâtir cette sélection sur des indicateurs, d'efficacité, prévention système immunitaire, faisabilité économique, parce qu'on ne veut pas de pression sur la ressource. On a une charte éthique également pour ce projet. Le but est qu'on ne diffuse pas à large comme ça une sélection d'experts locaux pour que les gens n'aillent pas arracher les plantes un petit peu partout là où ils peuvent
peuvent et aussi fabriquer des remèdes sans avoir un support pédagogique bien détaillé, bien décrit et qui sécurise l'utilisation de telles plantes. Donc, non, on ne va pas pouvoir vous donner comme ça la sélection et il va falloir nous suivre jusqu'au bout pour savoir où est-ce qu'on va avec ces coffrets-là. Désolée. Alors, encore des questions. Y a-t-il un rendu public des plantes de Guyane qui sont reconnues dans la pharmacopée? Alors oui, pour Enrica, elles sont disponibles sur notre blog. On a fait un article biostratège.com, tu iras voir sur la partie blog. Nous avons donc fait un article que Claudiane Flora, qui est présentement avec nous, a écrit, a référencé, a sourcé, grâce aux experts aussi qui ont écrit beaucoup de recueils là-dessus. Et notamment Marie qui a été impliquée dans la rédaction de ces monographies. Donc oui, on a pu mettre un tableau complet et public des plantes guyanaises qui sont aujourd'hui enregistrées à la pharmacopée française, annexe A ou annexe B. D'ailleurs, Marie, peux-tu nous dire un petit peu la différence? J'en profite. Voilà. Faire un peu de publicité. Parce Voilà. qu'en 2016, on a organisé donc le 9e colloque international sur les pharmacopées d'outre-mer, les plantes aromatiques et médicinales de l'outre-mer. Et donc, on a publié cet ouvrage qui vient de sortir, qui est disponible à Gadepam pour la modique somme de 20 €. Vous pouvez vous le procurer. C'est une Bible. Il y a énormément de choses intéressantes dedans. C'est de la recherche sur les plantes médicinales des outre-mer. Et d'ailleurs, vous y trouverez aussi la liste des plantes médicinales inscrites par la Guyane, donc, entre autres. D'ailleurs, par la Martinique aussi. Enfin, il y a plusieurs listes qui sont déjà citées. Là, il y a la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, plus la Réunion. On est 4 départements à avoir inscrit une quinzaine de plantes, mais certains en ont inscrit plus, mais on s'est contenté de 15. Le minimum, c'était 15. Avant, on avait des financements pour 15. Il y en a qui ont fait plus, notamment à La Réunion. Et voilà, vous trouvez tout ça dans cet ouvrage. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà, passez à Gadepam, 11 rue Pigevin, faire un petit peu de publicité au passage. C'est ça, non, mais c'est très important parce que justement, souvent, il y a le reproche un peu public de dire on n'a pas l'information, etc. Les savoirs traditionnels sont pillés, etc. Donc, ça permet aussi de montrer qu'il y a un travail local. Ouais. Voilà, il y a une restitution qui est faite au niveau de recueils qui sont disponibles. Informez-vous, allez chercher. Et puis nous, ce qu'on fait, nous, biostratèges, en tant qu'entreprise, start-up dynamique, jeune sur le territoire, c'est de mettre un petit peu des compilations de ces données-là en forme de petits articles de blog. En 2 minutes, vous avez l'info. Vous pouvez lire rapidement ce petit texte. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça vous donne une information compilée, rapide, mais sourcée, puisqu'on se source à partir de recueils existants qui sont extrêmement détaillés que vous pouvez vous fournir. Il y a une autre question. Alors, existe-t-il une politique locale d'accompagnement pour le développement de la pharmacopée guyanaise? Eh bien oui, puisque en fait, on est accompagné, donc la GDI, qui est porteur de ce projet, accompagné par la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, et aussi l'Outre-mer, en fait, le ministère de l'Outre-mer, puisqu'en fait, c'est l'ODEADOM qui a financé quand même tous ces travaux et tous ces essais. Donc oui, il y a quand même une politique de valorisation. En plus, avec la création de l'agence, alors c'était l'Agence française de biodiversité, je crois que ça a changé. C'est l'Office maintenant, voilà, OFB. Donc il y a aussi quelqu'un localement maintenant qui est installé localement pour valoriser les ressources locales. Je pense qu'en plus, avec le discours de la ministre de l'écologie, de la transition écologique, là, qui veut miser le développement de la Guyane sur les ressources locales et les filières vertes. N'est-ce pas? Bonne nouvelle du jour. J'espère qu'on va avoir plein de financements pour faire. On attend les programmes, merci. Parce qu'il faut quand même avouer qu'on n'a jamais assez, en fait. On travaille toujours avec des petites miettes, on essaye de avancer tout doucement. Non, il faut pousser ça, parce que c'est l'avenir du pays. Hein. Voilà, nous, on y croit. Pour nous, Biostratège Guyane, c'est la mission fondamentale, c'est de dire que la Guyane peut devenir un leader sur le marché des produits naturels et des filières des ingrédients naturels et plantes qui amènent des propriétés sur divers marchés d'application. Alors, il y a d'autres questions. Je continue parce que ça, c'est très intéressant. Les monographies sur les plantes inscrites existent-elles? Alors, on a répondu déjà oui, et elles sont accessibles sur les recueils que tu as mentionnés. Peut-être remontrer encore le livre. Alors, il y aura davantage… Oui, mais là, il n'y a pas toutes les monographies. Il y a la liste des plantes, etc. Vous en saurez plus aussi au prochain. Et bientôt, il y aura le 10e, les actes du 10e colloque. Et dans lequel j'ai écrit un article où on détaille beaucoup plus les activités des plantes qui sont inscrites à la pharmacopée. Bon, moi j'avais pensé aussi, mais bon, il faudrait, j'ai le temps, mais j'espère pouvoir le faire un petit recueil avec ça.
mais le publier avec la GDI, comme ça sera accessible. C'est accessible, juste une etc. question de Mais on disponibilité. rappelle que sur le blog, on a fait un tableau qui rappelle le nom des plantes. Voilà, vous l'avez très Voilà, et bien fait. qui, Ouais, voilà, qui c'est permet très de bien résumer fait. ces 15 Bravo. plantes-là. Ouais, Voilà. c'est vrai. Pour c'est votre très bien d'avoir information, vous allez sur biostratège.com, blog, et vous avez des petits articles très courts et faciles d'accès. Et après ça, vous pouvez aller fouiller par votre curiosité sur les différentes plantes que vous auriez ciblées. Ensuite, Et puis, il y a une je question précise aussi quelque chose, parce qu'au niveau de Gadepam, on a une petite cour, c'est une maison créole, on a une petite cour. On a aménagé un petit jardin de plantes médicinales qu'on est en train de remettre un petit peu à jour. Et puis, surtout, moi, je suis en train de rédiger les fiches pédagogiques sur toutes les plantes du jardin, qui seront bientôt disponibles. Je pense fin août, normalement, ça devrait être disponible. Donc ça, vous pourrez venir visiter. Vous verrez les plantes, vous pourrez les sentir, les toucher, et vous aurez la fiche. Et la fiche descriptive qui va avec, qui sera là pour expliquer justement les usages et puis les compositions quand on les a, etc. Voilà. Donc, un petit plus encore pour, pour aller vers le public. Pour s'informer. Absolument. Absolument. Parce que c'est important aussi de connaître les plantes de visu aussi, c'est très important. Absolument, c'est très important. Donc, Shirley Jean-Charles qui nous demande, qui dit, alors oui, le docteur Joseph a fait jurisprudence et a eu gain de cause au bout de 6 ans de procédure. Aujourd'hui, il maîtrise toute la chaîne depuis la production, la transformation et la commercialisation. Impossible avant, car une loi toujours en vigueur depuis la période de l'esclavage ne permettait pas aux esclaves d'être propriétaires de leurs terres ni d'en exploiter les ressources. Une révolution donc. Alors, merci au docteur Joseph. Donc, c'est un commentaire de Shirley Jean-Charles. Oui, et surtout, c'était interdit pour les Noirs de pratiquer la médecine. En fait, à l'époque, on avait très peur des empoisonnements et donc, en fait, ça a été aussi un leitmotiv pour le docteur Henri Joseph, qui disait, mais en fait, on n'a pas avancé, quoi. Donc, il faut absolument que ça change. Il faut qu'on puisse vendre nos plantes, quoi. C'est pour ça que c'est une très grande avancée au niveau législatif. Super. Alors, il y a encore il y a Hélène, je pense, qui demande si on a un petit indice sur la sélection qui sera sortie de Bienimité. Est-ce que c'est plutôt des herbes, des arbres? Alors, peut-être on peut répondre à ça. C'est plutôt des petites plantes médicinales pour la plupart. On a essayé de sélectionner des plantes qui étaient facilement renouvelables et facilement, en plus, accessibles. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est de ne pas aller chercher des essences qui sont loin dans la forêt et que personne ne pourrait trouver. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un des critères de sélection qui est très important. C'est l'accessibilité à la ressource. Et le renouvellement de cette ressource. Voilà. Voilà. Et ça, on l'a bien rappelé. On l'a mis en avant dans la sélection, bien sûr. Tout à fait. C'est de respecter la nature, comme tu l'as dit tout au début de cette interview, et que ça ne peut pas être dénié dans notre développement de filière de production. Donc là, il y a une autre question. Je pense qu'il faut définir, un commentaire, je pense, de Ahmed, je pense qu'il faut définir les axes de valorisation. La toxicité peut servir dans le domaine de l'agriculture. Trouver une synergie entre les plantes, c'est très important aussi, je pense, qu'il faut partir des molécules vers les plantes mieux que la transversalité au niveau de la valorisation. Bon courage à vous. Merci. Alors, je vais peut-être répondre simplement à ça. Effectivement, Ahmed a totalement raison. C'est bien pour ça, nous, chez Biostratège Guyane, on porte plusieurs projets, dont un qui s'appelle Ecophyto Guyane, qui vise à utiliser justement les molécules toxiques libérées par les arbres pour se défendre contre les insectes et les ravageurs et pouvoir les utiliser comme produits écologiques pour l'agriculture biologique. Donc, ça, c'est effectivement, vous avez totalement raison, c'est de bien comprendre comment valoriser en fait toutes ces propriétés. Et en fait, la toxicité est une propriété aussi de la plante. Et donc, c'est de trouver une façon de l'utiliser et qu'elle n'impacte pas négativement l'homme et l'environnement. Donc, on est bien d'accord avec votre commentaire et d'ailleurs, merci pour ce commentaire. D'ailleurs, tout médicament est un produit toxique en puissance. Il faut savoir que c'est uniquement la question de la dose qui fait qu'il va y avoir un effet bénéfique ou un effet toxique. N'importe quel médicament, même le Doliprane, si vous prenez toute la boîte, vous risquez d'y rester. Donc, c'est exactement pareil avec les plantes. Il y a une question de dose aussi à respecter. Voilà. On va avancer un petit peu sur les questions. Justement, Claudiane, tu pourrais peut-être continuer un petit peu. Des questions auxquelles on a répondu, notamment les critères. Oui, il y en a beaucoup. Gadepam peut nous accompagner sur l'aspect réglementaire dans le cadre de la sélection des plantes et assurer ainsi la sécurité des consommateurs. Donc, quels sont les critères? D'autres critères, mais plus, on va...
Alors, les critères, ce sera des plantes qui sont justement libres, qui sont libres et il faut faire très attention en fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Il faut faire très, très attention d'abord à l'étiquetage, hein, bien sûr. On n'a pas le droit de vendre des plantes médicinales si on sort du domaine pharmaceutique. On l'a bien expliqué tout à l'heure, hein, c'est à considérer comme un médicament. Par contre, on a le droit de vendre des plantes qui sont bonnes pour la santé. Ça, c'est ce qu'on appelle tous les compléments alimentaires, les compléments santé, etc. Donc, des plantes qui sont réputées bonnes pour la santé, qui sont déjà couramment utilisées, ça, on a le droit de les vendre. Donc, il y a une question d'étiquetage aussi. On n'a pas le droit de mettre d'allégations pharmaceutiques. On n'a pas le droit de dire, effectivement, vous allez utiliser cette plante, par exemple, pour soigner le mal de tête. Mais on peut vendre des produits qui vont améliorer, par exemple, je sais pas, l'effet de le bien-être, des choses comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, il faut connaître bien la législation pour éviter de tomber dans des interdictions. Bien sûr, c'est parfois très difficile, hein, et on a pour ça, heureusement, comme tu le disais tout à l'heure, Mariana, les pharmaciens qui vont nous aider aussi, le syndicat des pharmaciens, voilà, qui vont nous aider à bien respecter les règles en vigueur. Voilà. Mais il faut qu'en même temps, on arrive ce qui est quand même important, c'est que la Guyane, notamment, mais aussi tous les pays d'outre-mer, puissent valoriser leurs ressources. Donc, il faut aussi des fois avancer un petit peu, quoi. Il faut avancer, il faut démocratiser. Quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important que vous nous suiviez sur le projet Guyane Immunité, parce qu'on est en train de créer une communauté de personnes qui auront investi sur le projet, parce que quand même, le crowdfunding, vous êtes des investisseurs sur cette filière, vous y croyez, vous investissez avec nous pour qu'on réussisse à mettre en place cette chaîne de production du producteur jusqu'à un produit qui se trouvera en distribution. Et de ce fait-là, le but est que cette communauté comprenne aussi nos codes et comment on va pouvoir commercialiser ces plantes-là et pour quelle application, etc., etc. Donc, continuez à nous suivre parce qu'on va continuer à donner de l'information et continuer entre nous à bien comprendre nos plantes, à savoir comment les utiliser et surtout démocratiser leur commercialisation. Alors là, il y a une question sur existe-t-il des outils pédagogiques adaptés aux enfants sur les usages des plantes et la chimie des plantes. Ah, d'accord. La chimie adaptée aux enfants, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que ces ouvrages-là que j'ai réalisés, je les ai faits aussi pour les enfants. Ils sont accessibles. En fait, il y a différents niveaux de lecture. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Il y a un accès très facile par les dessins. Et donc là, même un enfant qui ne sait pas lire peut suivre les dessins. Et puis, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'ai sorti le premier, la Remède Wayana, et que je l'ai apporté en classe à l'institutrice avec qui j'avais travaillé, elle m'a dit, mais c'est formidable parce que j'avais des enfants dans la classe qui n'arrivaient pas à apprendre à lire en français. Et dès qu'ils ont eu, parce que ce sont bilingues, en fait, c'est ça aussi qui est important de dire. Donc, ils étaient franco-wayana. Et donc, quand ils ont commencé à avoir des phrases en wayana, et les enfants ont tout de suite eu beaucoup plus de facilité à lire. Donc, ça aussi, c'est important parce que c'est la culture. C'est pas seulement les plantes médicinales qu'on sort du contexte. C'est la culture. C'est tout. Et donc, ça, c'est vraiment accessible pour les enfants. Après, le côté chimique, ça, je pense que c'est un petit peu plus complexe, on va dire. Quand on parle de molécules chimiques, tout de suite, ça fait un petit peu peur en général. Hein. Mais on a prévu quand même des masters avec biostratège. Hein, donc, oui, tout à fait. Pour faire des formations, des ateliers avec des jeunes. Voilà. Donc, en fait, l'intérêt de ces ateliers, je pense que c'est avant tout d'essayer de susciter des vocations de futurs scientifiques ou de futurs développeurs qui pourraient s'intéresser à ces filières et qui pourraient plus tard choisir cette voie. C'est vraiment formidable. Quoi. Il faut vraiment inciter le plus possible les jeunes à s'orienter vers justement toutes ces ressources naturelles, renouvelables et valoriser cette biodiversité incroyablement riche en Guyane. Quoi. Et totalement non seulement sous-exploité, j'aime pas le mot exploité, mais sous-valorisé. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a rajouté là sur les contreparties du crowdfunding qu'on va remettre le lien, Harry. Il a été mis dans le fil des commentaires. Si tu remontes, tu pourrais voir. Merci beaucoup d'ailleurs de ta présence, Harry. Harry Hautebourg qui fait un petit coucou. Voilà. Et happy anniversaire, hein, Harry, en retard. Du coup, oui, effectivement, on a rajouté un atelier Timoun
sur les contreparties du crowdfunding et qui va permettre justement cette demi-journée. Ça sera dans les environs, attendez-vous à ce que ça soit vers décembre, avant les fêtes. On organisera ça avec des experts du comité, donc Marc Mougès, Jean-Marie Prévoto, Marie Fleury, Pierre Fillon, des personnes comme ça qui vont pouvoir intervenir auprès des petits à partir de l'âge de 4 ans pour une demi-journée de formation sur les plantes médicinales de cette sélection, notamment leur apprendre à reconnaître la feuille, faire un herbier, comment faire les remèdes traditionnels, leur montrer peut-être une démonstration. Donc voilà, on est en train de monter des chartes de formation pour ces jeunes-là, parce que le but aussi de Biostratège Guyane est de développer une académie privée autour de l'extraction, des principes actifs naturels et de continuer cette transmission de savoir à travers des académies privées, des masterclass. Donc, ça fait partie, en fait, le démarrage, l'amorçage de cette académie privée se fait à travers Guyane Immunité. Donc, voilà, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Peut-être une petite conclusion sur Guyane Immunité, puis ton implication, et on pourrait conclure sur ce live-là. Eh bien, moi, je souhaite longue vie à Biostratège. En tout cas, j'espère que c'est le début d'une grande aventure et qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble parce que c'est formidable. Et que je pense qu'il y a un potentiel énorme en Guyane et que tu vas donner envie à d'autres de travailler aussi dans ce domaine. Mais il y a aussi quelques initiatives. Nous, à GADEPAM, on essaie justement de faire émerger des idées, des projets, etc. Et on suit donc les porteurs de projets. On avait fait une étude sur la filière, sur le littoral d'ailleurs, en 2016. Et donc, il y a plein de petits porteurs de projets en Guyane, mais ils ne sont pas connus. C'est ça souvent, c'est qui manque, c'est la communication et puis après le changement d'échelle aussi. Donc, tout ça, tu vas donner un bel exemple, un bel élan à la jeunesse guyanaise et moi, je m'en félicite, c'est vraiment formidable. Et puis que je serais ravie de participer aux ateliers Timoun parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, les ateliers avec les enfants. Et puis d'ailleurs, au passage, je suis en train de préparer le prochain remède, ça sera un remède créole de Madame Louison, en collaboration avec Madame Louison. Et on a déjà fait les ateliers avec les enfants dans son jardin. Et c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est un support pédagogique à utiliser. C'est les jardins qui existent en Guyane, comme le jardin Bois de Rose de Madame Louison, où justement, les enfants peuvent découvrir les plantes. Notamment, il y a beaucoup de plantes médicinales, parce qu'elle aime beaucoup les plantes médicinales, mais aussi les plantes ornementales, etc. Et donc, c'est à travers des sorties comme ça qu'on peut aussi favoriser des vocations pour les jeunes. Il faut davantage de pédagogie, de tout ce qui est autour de la valorisation des ressources naturelles, des plantes, etc. C'est vraiment à développer. Il y a beaucoup de travail à faire en Guyane. Et donc, mais je suis très heureuse de participer à ça. Moi-même, bien sûr, j'utilise les plantes au quotidien. Et c'est vrai que il y a parmi les plantes qu'on utilise au quotidien, moi, j'ai un jardin qui a beaucoup de plantes médicinales. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. J'ai un petit quashi, par exemple, et je ne me prive pas de faire des breuvages de quashi que je prends en prévention parce qu'on aime tous prendre des amers ici pour se prévenir des maladies et des virus, tous les méchants virus qui traînent en ce moment. Et donc, voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de faire ces préparations moi-même et de les utiliser. Et donc, il y a le quashi, et puis il y a aussi le dos de prâne, il y a le gros thym, il y a le feuille mal de tête, il y a toutes les plantes qu'on peut utiliser pour soigner les petits bobos du quotidien. Moi, j'essaie de les avoir près de chez moi, dans mon jardin. Et comme ça, on n'a pas besoin de sortir toujours à l'extérieur, chercher des choses qu'on peut avoir à l'intérieur. Voilà. Je vais finir avec une phrase que j'aime beaucoup, en fait, qui est sortie d'un ouvrage de Voltaire, Candide, pour ne pas le citer, et qui est « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il faut cultiver son jardin ». Et je vous laisse réfléchir, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, et je trouve que c'est une phrase qui est vraiment à méditer à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux, vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps et merci pour ce super entretien. On va le relayer sur les réseaux parce que pour ceux qui n'ont pas pu se connecter avec nous au même moment, on va continuer à répondre à vos questions. Il y a encore des petites questions, mais on va pouvoir répondre directement aux commentaires. N'hésite pas aussi d'aller revoir les commentaires pour répondre aux questions. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà contribué à Guyane Immunité sur la plateforme KissKissBankBank. La Guyane est vraiment mise en avant dans ce projet-là de crowdfunding parce que la plateforme nationale l'a mis en 4e projet national le plus attractif.
Donc, c'est quand même un très beau succès de réactivité de notre population à ce crowdfunding-là. On a, en moins d'une semaine, en une semaine, on a réussi à obtenir les 100% et là, on vise 200%. Donc, vous avez jusqu'à fin août pour continuer à cotiser et vous avez des contreparties, comme on le rappelle. Donc, un coffret de plantes de tisanerie qui aura été sélectionné, donc de la sélection clé de Guyane Immunité, avec un livret qui va décrire une quinzaine de plantes qui auraient été sélectionnées par les experts sous toutes leurs formes, propriétés chimiques, biologiques, etc., précautions, posologie et remèdes traditionnels. Vous avez aussi des coffrets qui vont inclure des graines et des plants directement à planter chez soi parce qu'on veut vous inciter à do it yourself, à vous impliquer à repeupler la Guyane avec ces plantes médicinales et à disséminer ces plants-là un peu partout sur le territoire, à vous réappliquer, vous réapproprier vos plantes médicinales locales. Et puis, il y a aussi ces masterclass qui seront en fin de projet pour les adultes et pour les enfants. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tout. À la prochaine avec Marc Mogès, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Marc Mogès, qui est un praticien très connu guyanais et dont on a hâte aussi d'entendre la version et son positionnement et ses objectifs pour la Guyane à travers la valorisation de nos bioressources. Merci encore, Marie. Passe une très belle journée. Merci à tous les internautes. Merci beaucoup de votre participation. Merci, Claudiane. Bye bye. Au revoir.